Re-YouTube, partie 3 de cette émission. On va commencer à parler de Xifu, à mon avis, ou je sais plus où on en est. Attendez, j'ai perdu le fil. Où en Il est-on, faut, Didier? il faut que tu envoies le premier film Athéna sur YouTube. Ah, Alors, c'est le premier, c'est pas celui de spécifique chaîne de détection XIFU, c'est le plus généraliste. Alors peut-être euh, que je le prends si ça passe à mon écran, hein. moi je l'ai pas celui-là. Tu peux le faire. J'ai pris que celui de Xifu, je pense. D'accord. Parce que j'en ai un sur XO aussi. Ah oui, mais on y viendra plus tard. Ouais, d'accord, ok. Ixifu est un instrument scientifique qui sera placé au foyer du télescope spatial Athéna de l'Agence spatiale européenne. Ixifu permettra d'observer l'univers dans le domaine des rayons X, une fenêtre d'observation accessible uniquement depuis l'espace. Cette fenêtre nous permettra d'observer l'univers chaud et énergétique. Cet univers, c'est celui des amas de galaxies, des trous noirs ou encore des explosions d'étoiles. L'étude de ces objets nous est indispensable pour comprendre les grandes étapes de la formation et de l'évolution de l'univers. Ixifu embarquera des technologies innovantes, lui conférant des performances exceptionnelles qui permettront d'étudier l'univers chaud et énergétique avec un niveau de détail sans précédent. Cet instrument sera construit par un consortium international regroupant 13 pays ainsi que l'Agence spatiale européenne. Il est coordonné par l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de Toulouse et le Centre national d'études spatiales. Un travail en commun avec un objectif ambitieux, fournir à la communauté scientifique un instrument révolutionnaire pour dévoiler les secrets de l'univers chaud et énergétique. Ixifu mesurera précisément l'énergie des rayons X collectés par le miroir d'Athéna et dirigés vers son point focal. Pour mesurer l'énergie des rayons X, Ixifu utilise des microcalorimètres, des capteurs de chaleur ultra-sensibles, capables de mesurer l'infime quantité de chaleur libérée par l'absorption d'un rayon X dans le détecteur. Ces microcalorimètres sont refroidis proches du zéro absolu par une chaîne cryogénique complexe. Grâce à ces milliers de capteurs, Ixifu fournira également des images. L'augmentation de température mesurée par le capteur est convertie en un signal électrique lu par une chaîne électronique de haute précision. Cette variation de température est proportionnelle à l'énergie du rayon X absorbé. La précision avec laquelle l'énergie des rayons X est mesurée nous permet de déterminer les conditions dans lesquelles ils sont émis. Nous pouvons alors déterminer les propriétés physiques du gaz chaud des amas de galaxies, ou encore suivre la matière qui tombe sur les trous noirs des galaxies les plus massives. Les données sont d'abord enregistrées à bord de l'instrument avant d'être transmises sur Terre, puis aux observateurs. Une fois reçues, elles seront analysées finement par les astrophysiciens, qui pourront ainsi étudier les phénomènes les plus extrêmes de l'univers. Ils en déduiront des informations précieuses sur la formation et l'évolution des grandes structures de matière observées dans l'univers. D'autres informations leur permettront de retracer l'histoire des trous noirs et de leurs interactions avec les galaxies qui les abritent. Construire et déployer dans l'espace cet instrument de haute technologie, voilà le défi que s'apprête à relever le consortium international Ixifu, afin de percer les mystères de l'univers chaud et énergétique. Incroyable. J'ai l'impression que l'autre vidéo donne à peu près pas mal de... se ressemble un peu avec l'autre vidéo. Mais il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits, je souligne, sur la présentation, la clarté et la communication autour de Xifu et d'Athéna, j'ai l'impression de la part de l'IRAP. C'est l'IRAP qui a commandité ces vidéos? Tout à fait, absolument.
Mais je pense qu'il n'y a pas de redondance avec la seconde parce que la seconde présente vraiment la chaîne de détection et la complexité de l'instrument, reflète mieux la complexité de l'instrument. Là, c'est une présentation générale du thème scientifique Oui, oui. et des objectifs scientifiques d'Athéna, Mhm. d'Ixifu. Donc là, je vous propose de passer un peu à la genèse du projet parce que vous allez bien rigoler, je pense. Je vais vous présenter un peu les étapes qui ont conduit, qui nous ont permis d'arriver à Athéna. Il faut savoir que les projets spatiaux de cette classe-là sont des projets de très très longue haleine. La première idée du successeur d'XMM Newton naît en 1996. Donc XMM Newton, vous le voyez, image artistique en haut à droite, magnifique avec ses trois miroirs et, euh, et c'est magnifique, un magnifique télescope extrêmement puissant qui, 20 ans après le lancement, alors qu'il était euh, fait pour durer quelques années, 20 ans après le lancement, fonctionne toujours de manière nominale. Un grand coup de chapeau à nos industriels européens et à l'Agence spatiale européenne et à tous les labos qui ont développé les instruments pour ce magnifique observatoire. La mission est exceptionnelle. Et est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle va se terminer? C'est pas prévu encore? Eh bien, écoute, je- j'aimerais j'aimerais qu'elle dure au moins jusqu'au moment où on amène Athéna en orbite, hein, c'est-à-dire 10 ans de plus? ouais, ouais, ouais. Alors, ils sont extrêmement performants, nos ingénieurs du segment sol, et ils ont des moyens d'économiser les combustibles à bord, de sorte à ce que, je sais plus la dernière projection, mais je voudrais pas te dire, c'est au-delà de 2028. Ça peut durer jusqu'à 2028 au rythme où on brûle les consommables. Donc, ça serait vraiment sympa si ça pouvait attendre le plus longtemps possible, le plus proche possible d'Athéna, parce que ça garde la communauté des hautes énergies, et ça la garde active et ça la prépare forcément bien à Athéna. Donc, ça serait vraiment sympa. Euh, Encore une fois, bravo à nos ingénieurs de l'ESA, là, pour le coup. Alors ensuite, le besoin d'un successeur à XMM Newton. XMM Newton a été lancé en 99, hein. Donc vous voyez, on n'avait pas lancé XMM Newton que la communauté scientifique réfléchit déjà au successeur d'XMM Newton. Et je dois vous dire, hein, je dois confesser que je le réfléchis déjà, alors que je serai à la retraite quand Athéna sera lancée, je réfléchis déjà au successeur d'Athéna, Hmm. pour 2050 et plus, hein. Donc, vous voyez, il faut toujours anticiper parce que c'est tellement long, ces projets, que le plus tôt vous les mettez dans le tuyau, le mieux c'est, hein, bien Ouais. entendu. C'est impressionnant, ouais. Ok. Alors, le premier, après, les projets sont identifiés dans les exercices de prospective scientifique nationaux et internationaux. Donc ça a été le cas en particulier dans ce fameux exercice de prospective de l'ESA qui s'appelait le Cosmic Vision 2015-2025, donc qui visait à définir le programme scientifique de l'ESA pour ces années-là, en fait, hein. Voilà, donc on a glissé un petit peu dans le temps, mais voilà, c'est à partir de là que un successeur d'XMM Newton a été lancé. C'est très long, donc on a commencé par proposer Zeus, je vais y revenir, en Europe, entre 2004 et 2007. Moi, ma première intervention sur le successeur d'XMM Newton, c'est 2002 à peu près. C'est-à-dire que je suis rentré en CNRS en 97, j'avais mis dans mon dossier au concours, j'avais mis que je travaillerais sur le futur grand satellite X. Et ma première apparition sur la scène du Grand Observatoire X, c'était en 2002. Hmm. Donc, imaginez-vous, on lance en 2033 aujourd'hui, donc 30 ans de ma carrière de chercheur. C'est Et puis énorme, c'est ensuite, une vie, quoi. C'est vraiment une vie dédiée à ça. c'est ça. Et j'avais proposé un instrument mineur, très petit instrument dont j'ai déjà assumé la responsabilité scientifique.
avec le soutien du CNES à l'époque. Et j'étais allé assez loin, j'avais réussi à l'imposer. Et puis en 2007, l'ESA et la NASA se mettent d'accord pour dire pourquoi on fusionnerait pas la mission XEUS européenne avec la mission Constellation X américaine. Constellation X avait un, un concept un peu différent de XEUS, mais pourquoi pas? Donc on a travaillé à ce qu'on appelait le International X-ray Observatory, IXO, entre 2007 et 2010. Donc là, moi, on avait 12 scientifiques, 4 Japonais, 4 Américains, 4 Européens. On était 4 Européens. Et dans cette période-là, on a défini ce qu'était IXO et sa charge utile. Et vous verrez ce qu'était IXO et sa charge utile. Puis ensuite, en 2010, eh bien, tout a capoté parce qu'on n'est pas sorti suffisamment bien placé du Decadal Survey. Et puis, on n'arrivait pas à ajuster les plans de financement côté américain et européen. Et puis, l'ESA nous a dit reconfigurez-vous en une mission européenne only. Et on a proposé Athéna L1, L signifiant large, et c'était Athéna pour la première grande mission de l'Agence spatiale européenne qui voulait relancer une gamme de grandes missions. Et finalement, on a perdu cette compétition au profit de la mission JUICE qui ira vers Jupiter et ses satellites, qui est une magnifique mission. Magnifique, Et ouais. on est allé très loin dans la compétition, on a perdu. Et puis on a eu du mal à se relever là, parce qu'on est passé très très près. Hein. Dans le dernier vote, l'histoire où la légende nous dit qu'on a perdu d'une voix sur 7 et on n'a pas été sélectionné. Mais bon, finalement, on se rend compte qu'on n'était peut-être pas très près parce que depuis notre sélection, on a pris beaucoup de retard. Donc la techno était peut-être pas encore là. Alors que la mission de JUICE va être lancée et arrivera à Jupiter probablement au moment où nous, un peu avant que nous on lance. Mais alors, Et donc, comment est-ce qu'on vit cette période de refus de sélection? Comment est-ce qu'on se remet sur pied? Et est-ce que du coup la deuxième proposition de donc Athéna L2 est-elle similaire à Athéna L1 ou est-ce que vous avez appris de vos erreurs? alors, moi personnellement, j'ai très 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 mal vécu j'étais un des porteurs principaux du projet à l'époque et j'estimais que c'était mon échec aussi et que on avait fait des erreurs, on en était conscient et je l'ai pris vraiment très très mal. J'ai eu du mal à me relever parce que euh, j'estimais qu'on avait un cas scientifique super. Enfin bon, j'estimais j'avais été victime d'une injustice, mais Hmm. évidemment, c'était ma vision des choses, qui était sûrement pas une vision partagée. Et effectivement, la première chose qui a été faite, c'est de dire, bon, ben maintenant, on doit vraiment se regrouper tous autour d'un système scientifique. Et je me rappelle de plusieurs réunions, en particulier avec l'Agence spatiale européenne, pour leur dire, qu'est-ce que vous nous autorisez à mettre dans notre proposition de mission? Est-ce que vous pensez que c'est crédible au point de vue technique et tout? Chose qu'on n'avait pas nécessairement faite avant. Et donc, on est allé devant l'ESA proposer Athéna L2 avec une configuration de mission qui leur paraissait faisable dans le cadre d'une mission L, d'accord? Et qui potentiellement avait un niveau de maturité technologique suffisant. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est on a dit à la communauté, si on n'arrive pas à grouper, eh bien, c'est fini, hein, on n'y arrivera pas. Et là, j'ai été très actif avec mon collègue Paul Nandrak et PI de l'autre instrument pour amener la communauté progressivement avec d'autres, hein, d'autres personnes ont contribué de manière majeure. Mais on a dit, maintenant, un seul objectif, on s'y tient. Quel est-il?
Est-ce que la communauté se rallie derrière nous? Si oui, on y va et on y allait. Et on a gagné. On a gagné, il y avait une trentaine de propositions. On a fini premier, Lisa a fini deuxième, la mission d'onde gravitationnelle a fini deuxième. Donc la deuxième mission c'est Athéna, la troisième mission c'est Lisa. Et quand vous regardez le cheminement vers Athéna L2, donc notre Athéna aujourd'hui, vous allez voir que différentes configurations de missions ont été étudiées. Mhm. On a eu du vol en formation, on a eu des bras déployables pour faire une longue focale, on a eu des miroirs multiples et jusqu'à aujourd'hui, on a un miroir amovible sur Athéna L2. Donc là, je voudrais vous faire un peu rêver sur la première configuration qu'on a étudiée. C'était la mission Xeus, donc. Et là, on avait des gens à l'ESA avaient tiré parti du fait qu'il y avait beaucoup d'argent pour valoriser la Station spatiale internationale. Donc, il y avait un scénario de mission qui impliquait la Station spatiale internationale. Et à partir de là, on a été capable l'ESA a obtenu des financements pour faire des préétudes. Et je vais vous montrer. Corentin, tu vas pouvoir passer le film Ouais, si tu l'as récupéré tout à fait. sur la mission Xeus. Là, vous allez voir. Collector, hein, soyez prêts. Est-ce que je mets le Là, son? je sais pas s'il y a du son sur celui-là parce que Non, j'ai regardé. là, c'est collector, mais c'est complètement hallucinant. Et je sais pas quel serait le, le coût de cette mission aujourd'hui, mais j'imagine que ça serait. Donc là, vous avez un premier lancement. Il n'y a pas de son, je crois. Non, il n'y a pas de son. Donc là, c'est du gros Ariane 5, à mon avis. Donc là, on va déployer le premier satellite charge utile euh, dans l'espace. Donc, on se contente pas. Et là, on amène une charge utile de course. Et cette charge utile est constituée donc d'un miroir qui se détache donc sur la gauche et d'un module charge utile sur la droite. Bon, c'est là, vous voyez, du vol en formation. Donc, vous avez une focale, je crois, à l'époque, c'était 50 mètres, avec une précision de localisation très, très fine. Et donc, on est en vol en formation. Donc, la grande focale nous permet des choses magnifiques, en particulier de focaliser des très hautes énergies. Mais bon, on estime que le miroir est pas assez grand. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller docker le module miroir sur le précédent miroir sur la Station spatiale internationale. Et puis, la navette, à l'époque, nous amène d'autres modules miroirs pour faire grossir le télescope. Et vous allez voir ce qui se passe. On va utiliser le bras robotique canadien pour assembler sur la station spatiale le grand miroir. Donc là, vous avez vu, il a fallu un lancement. Il a fallu un lancement de navette pour amener les modules miroirs supplémentaires. Donc là, on docke le précédent miroir. Et là, vous avez le bras robotique canadien qui ramène les, les pétales du miroir. Voilà. Donc là, Ah ouais, c'est colossal. c'est énorme. C'est absolument incroyable. Et donc, je crois que le premier miroir faisait 5 mètres carrés de surface efficace. Et là, on va monter à 30 mètres carrés. Vous voyez les pétales qui sont assemblés là? Oh là 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 là. Énorme. Et alors, c'était ultra ambitieux à l'époque, mais là, est-ce que dans le contexte actuel, ça serait quelque chose qui est plus faisable qu'à l'époque où ça a été proposé? En fait, je crois franchement que ça serait des milliards des milliards d'euros, là. T'imagines, il faut. Parce que là, voilà. Donc là, parce que la fin du scénario, c'est que il y a une grosse proton là, qui nous renvoie, enfin, c'est le troisième lancement,
et la grosse proton nous renvoie un nouveau module charge utile avec de nouveaux instruments plus performants pour s'adapter au grand miroir qui là maintenant fait 30 mètres carrés. Donc vous voyez là, il faut quand même 3 lancements. Un lancement de navette, un lancement Ariane 5, un lancement d'une grosse proton. Il y a 2 satellites charge utile qui sont impliqués et il y a un grand module miroir qui va être assemblé sur la station. Et là, on est encore en vol en formation, donc les deux satellites sont asservis l'un à l'autre et vous voyez, on Ouais. a toujours cette grande focale. Donc ça, pour moi, c'est inimaginable. Je me rappelle donner une conférence à Paris et dans l'auditoire, quelqu'un m'a posé la question et qu'a dit George Lucas de cette configuration-là. Et je me rappelle lui avoir répondu, George Lucas m'a dit que c'était faisable. En fait, je pense que c'était faisable, mais on ne pouvait pas se le payer, clairement. Ouais. C'est un truc de fou. Donc là, vous voyez, ça, c'était la version Zeus. Donc là, on est parti sur de l'ambitieux quand même. Et ensuite, donc, on va passer sur la version, donc après, la version XO. Donc, je vous ai dit, on abandonne le Zeus, on fusionne Zeus avec Constellation X de américain, et on va sur XO. Donc là, tu l'as, le film de Ouais, c'est XO. déjà en train de tourner là. Voilà. Oh Donc waouh, là, un accordéon spatial incroyable. voilà, ça c'est l'accordéon spatial. Donc là, vous avez la couverture du miroir qui se, qui se sépare du miroir. Vous avez le bar qui est déployé. Trop bien. Et puis sur des mâts. Donc là, les Américains maîtrisent assez bien les mâts. Et ce mât nous permettait d'atteindre une focale de 20 mètres, à peu près. Ouais, 20 mètres. Et, euh, et là-dessus, moi, j'avais un instrument en tant que PI, c'était un spectromètre qui faisait du timing, mais très haute, très basse résolution. Et vous voyez, ça, c'est ce qui était proposé au Décalage Survey américain qui s'appelait XO. Donc Oh voilà, là bon, là. donc ça c'était quand même plus réaliste, mais je me rappelle que le coût de cette mission avait été estimé à 4,5 milliards de dollars à l'époque. Ah ouais, et ça devait être lancé avec quoi ça? Bon, ben ça devait être lancé soit par de l'Ariane 5, soit par de l'Atlas. Je ne me rappelle plus qui c'est qui avait le lancement dans notre configuration, mais c'était des lanceurs de cette catégorie-là, parce Oh que là ça, là. c'était typiquement un satellite de 7-8 tonnes, hein. Hmm. Sympa l'accordéon, parce qu'en fait, il nous fallait éviter qu'il y ait de la lumière parasite qui vienne entre le miroir et la charge utile. La charge utile était en bas, là-dessous, là, vous la Ouais, voyez ouais. dessous? Là, là. Et puis on était sur un tourniquet en fait, et comme il y avait un miroir, la charge utile tournait et amenait le bon instrument au bon point focal, au bon point focal. D'accord. Donc après, là je repasse en mode diapo. Donc ensuite on a abandonné XO parce qu'on n'arrivait pas à avoir les fichiers. Un petit bug, ça va revenir, vous Et inquiétez pas. Athena L1, donc là on est passé sur Athena L1. Et Athena L1, puis qui a perdu contre Zeus. Et là, vous voyez, on avait 2 petits miroirs, 2 miroirs solides quand même, et donc 2 instruments focaux fixes, d'accord? Mais c'était pas terrible parce que du coup, on n'avait pas la surface collectrice totale sur les instruments. On n'avait que la moitié de la surface collectrice des miroirs sur chaque instrument. Bon, c'était une des raisons pour laquelle c'était quand même moins attractif. Donc, c'était 2 miroirs, 2 instruments. Hmm. Donc ça, c'est Athéna L1 qui est malheureusement qui a été abandonné. Et puis finalement, on est passé sur Athéna tel qu'on le connaît aujourd'hui, où vous avez plus qu'un miroir, 2 instruments, et c'est le miroir qui bouge. Le miroir se tilte de sorte à envoyer le faisceau sur l'un ou l'autre des 2 instruments. Donc il n'y a qu'un instrument qui fonctionne. En même euh, temps. voilà, il n'y a qu'un instrument qui fonctionne sur les deux. Et pendant ce temps, l'autre, il se repose. Et,
et c'est le miroir qui bouge. Alors ce miroir, il est développé par l'Agence spatiale européenne, mais il a plein de qualités. C'est qu'il bouge, il se tilte, donc il bouge il envoie le faisceau sur l'un ou sur l'autre, mais il est capable aussi d'ajuster sa profondeur focale, sa focale. Donc c'est absolument fantastique. Il repose sur des hexapodes et il bouge en fait dans toutes les dimensions. C'est remarquable. Comment il fait pour ajuster sa distance focale? Il y a un système de métrologie à bord, hein, par rapport, il y a des fiducioles, il y a des points, si tu veux, il y a des lumières qui s'adaptent, qui connaissent exactement par un système métrologique de bord, hein, si tu veux, qui fait ça, qui permet de savoir exactement où est le miroir par rapport au plan focal, en bas. Donc en haut, c'est le miroir et en bas, c'est le module charge utile et en bas, c'est... Allô? Oui, Ouais, excuse-moi, on t'a perdu pendant 5 secondes. d'accord. Donc c'est un système de métrologie à bord qui sait exactement positionner le miroir par rapport au module charge utile. D'accord, ok. La sélection du projet, donc c'est en deux phases, un thème scientifique en novembre 2013, puis la mission correspondante. Il y a eu 200 contributeurs à la proposition du thème scientifique, à peu près 1000 scientifiques qui ont soutenu le thème. Et aujourd'hui, on lance en 2033, donc 37 ans après la première idée d'un successeur Athéna. Donc effectivement, je confirme, c'est le projet d'une carrière de chercheur et d'ingénieur. Et aujourd'hui, on est à peu près à 10 ans de la livraison du modèle de vol et on est dans notre phase de définition préliminaire des instruments et de la mission. Donc, la charge utile d'Athéna, donc c'est un miroir X à incidence rasante. Donc, en fait, vous avez le module miroir en bas à gauche et il est constitué de petits pores en silicium sur lesquels les rayons X rebondissent. Et vous avez deux réflexions et ces deux réflexions amènent le faisceau vers la charge utile. Et il est basé donc sur ce qu'on appelle silicon pore optics. C'est un développement que les amène depuis plus d'une vingtaine d'années et qui devrait atteindre aujourd'hui les performances que l'on souhaite, c'est-à-dire une surface efficace supérieure à 1,4 mètre carré pour le Hmm. miroir, à un keV et une résolution angulaire de 5 secondes d'air. Alors, ce qu'il Donc, faut bien souligner, et je pense que là, ça l'illustre très bien, c'est que des projets comme ça qui sont réfléchis des années avant leur lancement et avant même leur conception, on se permet quand même de mettre à bord des technologies qui sont en cours de développement ou qui vont être développées pendant le processus. Et donc, c'est un concentré de nouvelles technologies. Donc, non seulement il y a des ambitions scientifiques extrêmes, mais en plus de ça, c'est des budgets importants pour soutenir des technologies qui cherchent à résoudre des problèmes qui jusque-là nous mettaient des barrières sur la connaissance qu'on pouvait atteindre avec les technologies actuelles, si je comprends bien. tout à fait. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment là la principale contrainte qu'il y avait pour le miroir, c'était que si on utilisait la même technologie qu'XMM Newton, on avait un miroir qui pesait trop lourd. Donc la principale, deux principales contraintes, améliorer la résolution angulaire, donc la précision des optiques et diminuer sa masse, son poids. Et donc, c'est pour ça que l'ESA s'est lancé sur les optiques en silicium poreuses et qui donnent aujourd'hui des résultats qui s'approchent de l'aspect scientifique ultime dont on a besoin. Les instruments aussi nécessitent des développements actuellement, en particulier le XIPU. Hein, on a beaucoup de technos qui sont à un niveau de maturité, disons, moyen, pas complètement acquis, mais qui doivent atteindre un bon niveau
de maturité d'ici 2 ans, hein. Donc, il y a deux instruments, le Wide Field Imager, c'est donc l'imageur, OPI et Paul Landra du Max Planck. Donc, c'est un super CCD où chaque pixel est indépendant, à son propre préamplificateur de charge et ainsi de suite. Les pixels font 1 seconde d'arc, sa résolution spectrale c'est 100 électronvolts, mais son champ de vue est énorme, c'est 40 minutes par 40 minutes. Donc lui, il va s'intéresser à tout ce qui est la science dite de ces trous noirs, de l'évolution des trous noirs, en allant observer des grandes régions du ciel pour trouver ces trous noirs, les premiers trous noirs formés dans l'univers, les premiers trous noirs supermassifs formés dans l'univers. Et puis le XIFU, donc, dont j'assume la responsabilité scientifique, qui lui est basé sur une matrice de microcalorimètres qui sont des transition edge sensors et qui sont des pixels qui font 5 secondes d'arc mais qui atteignent des résolutions spectrales 40 fois meilleures que les CCD classiques. Le champ de vue est limité à 5 minutes équivalent, un diamètre équivalent, et ces détecteurs, pour fonctionner, doivent être refroidis au zéro absolu 100 millikelvin par un système cryogénique multi-étagé. La matrice de détecteurs de microcalorimètres aujourd'hui contient à peu près 3000 pixels, 3000 microcalorimètres, et c'est un développement fait par la NASA, et c'est la NASA qui fournit cette matrice de microcalorimètres à XIFU. D'accord, ok. Et à droite, la photo qu'on voit, c'est un petit pixel? Non, c'est les 3000 pixels. Chaque pixel fait 275 microns et on a choisi un champ de vue hexagonal. D'accord. D'accord? Il y a 3000 pixels là-dedans. Ah ouais, d'accord, ok. Et ça peut être intéressant, hein. Cette surface de microcalorimètre, c'est à peu près 2 cm². Et pour refroidir ces 2 cm² et lire ces 3000 pixels, imaginez 2 cm², c'est pas grand-chose, hein, c'est la taille d'un pouce, la surface d'un pouce. Eh bien, il faut un instrument d'1 tonne à peu près. Alors, si j'ai bien compris, donc tout le plan focal, tout le détecteur, les 3000 pixels, tout ça, ça fait 2 cm². À peu près. Ah ouais. Ah, Et pour et lire ces 3000 pixels, il faut un instrument qui fait près de 4000 watts et près d'1 tonne. c'est un truc de fou, hein. Ouais, c'est un truc de malade. C'est vrai. Et quand vous avez proposé ça, c'est pas possible que les gens ils se sont pas dit mais ça marchera jamais. Rien que l'instrument, c'est un gros satellite lui-même, quoi. Alors, c'est très intéressant cette question parce que en fait, c'est comme je disais qu'on avait discuté avec l'ESA sur ce qu'on pouvait mettre dans la proposition de mission et ce qu'on pouvait mettre dans la charge utile. Je me rappelle très bien de cette discussion avec qui à l'ESA était responsable des charges utiles, des avant-projets, un garçon extrêmement bien sous tout rapport et qui était très très brillant. Et, euh, et je lui avais dit, voilà, Athéna L1 a échoué, on avait un champ de vue de, je crois, 3 minutes d'arc, et on avait 1024 pixels. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit, tu sais, moi j'aimerais monter le champ de vue à 5 minutes et embarquer 3000, 4000 pixels multiplexés. Est-ce que tu penses que ça peut passer? Est-ce que tu penses que ça peut passer? Et il m'avait répondu oui. Il m'avait pas dit non. Il m'avait pas vraiment dit oui non plus. Mais moi, je lui avais répondu que il fallait quand même que si on voulait gagner, il fallait proposer quelque chose qui soit suffisamment ambitieux et qui soit une rupture quelque part par rapport à ce qu'on avait fait avant. Et donc, ce champ de vue de 5 minutes d'arc, c'est moi qui l'ai poussé dans la mission et je dois dire qu'après avoir fait la phase d'études
la phase d'étude de faisabilité, la phase de définition préliminaire, j'ai toujours mes 5 minutes de champ de vue. C'est-à-dire, j'ai pas été déscopé. On m'a pas réduit mon champ de vue par rapport au- par rapport aux ressources qu'on a sur le satellite. Donc, ça veut dire aussi que j'avais vu peut-être ambitieux, mais j'avais vu quelque part quelque chose qui était crédible d'un point de vue de techno et d'un point de vue ressources. Donc, je, je dois dire que je sais pas ce qui demain sera fait, mais aujourd'hui, on a toujours ces 3000 pixels. Mais bon, on a énormément de challenges à relever, hein, je vous Ah non, cache pas. mais ça, j'en doute pas, hein. Rien que. Moi, je suis thermicien, hein, mais rien quand on me parle de refroidir à 100 millikelvin, c'est compliqué. C'est juste trop compliqué, quoi. Et donc, Et je pense que Moritz, il est encore là, oui, il est là. il, il va se faire quelques cheveux blancs pour y arriver à faire cette chaîne cryptonique. Mais parce qu'en plus, ces détecteurs, ils sont absolument incroyables. C'est des détecteurs qui sont ultra, ultra, ultra sensibles. C'est-à-dire que la moindre perturbation électromagnétique, la moindre perturbation micromécanique, micro-vibration, tout ça, Hmm. euh, sont capables de détruire la performance de ces détecteurs-là. Donc, non seulement c'est très ambitieux de refroidir à 50 millikelvin, mais il faut refroidir euh, et être extrêmement propre. Oui, Donc, oui. fournir un environnement propre. Et je pense que c'est probablement faire du 50 millikelvin. Encore ça, c'est compliqué, bien entendu, sur un satellite. Mais le faire qu'il soit propre et qu'il puisse permettre à ces détecteurs de fonctionner, C'est. c'est le C'est. challenge. C'est le challenge énorme. Et j'en avais discuté un peu avec Moritz, il m'avait dit un truc qui m'est resté en tête, mais on parlait du coup des micro-vibrations. Pour savoir, on va peut-être parler un petit peu plus de la chaîne Cryo après, mais euh, pour faire le froid à bord des satellites, on a besoin de machines. Là, en l'occurrence sur Athena, on a besoin de beaucoup de machines. Et dans ces machines, il y a des pistons qui tournent à 60 fois par seconde. Et du coup, bah, ça vibre. Tout ça vibre. Et comment isoler les vibrations, l'instrument des vibrations, c'est un énorme challenge parce que rien que ça tourne pas, oui, ça fait des allers-retours, ce que je veux dire, dans le sens tourner, dans le sens fonctionner. Non. Merci Moritz de me corriger, il n'y a pas de souci. Et ce que je veux dire, c'est que l'énergie mécanique des vibrations qui est transmise au détecteur, même si elle est infime, même si on isole, eh ben en fait, elle génère non seulement du bruit, mais aussi un léger réchauffement. Et il faut compter cet échauffement dans le bilan cryogénique aussi. Donc c'est un truc de fou furieux. Les, les contraintes techniques qu'imposent ces capteurs sur le design. Oui, mais d'un autre côté, on parle d'une mission L de l'Agence spatiale européenne et il faut être évidemment ambitieux. Tout à fait. Et même si on sait que c'est extrêmement challenging, un challenge énorme, on sait qu'on va se heurter à des grandes difficultés, mais je crois que on peut aussi s'appuyer sur une industrie européenne forte pour trouver des solutions et les pousser à bout, hein, les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes, hein. Et moi, je suis pas toujours optimiste parce que je sais que c'est très difficile, mais j'ai confiance dans le système qu'on a pour s'approcher des performances ultimes qu'on a besoin pour cette Hmm. mission. Et une question d'Aedendal, il demande est-ce que le bruit quantique est un problème comme ça peut l'être pour LIGO, Virgo, les détecteurs d'ondes gravitationnelles au sol? Non, 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 D'accord. non, non. En fait, c'est des détecteurs. Le principe de fonctionnement de ces détecteurs est très très simple, hein. Sont des résistances qui ont deux états, un état normal et un état supra. On refroidit cette résistance dans la zone de transition entre l'état supra et l'état normal. Quand un photon X est absorbé,
dans l'absorbeur, il réchauffe un tout petit peu cette résistance. Sa résistance, sa résistance augmente. Si vous polarisez ce détecteur avec une valeur constante, vous observez que le courant qui traverse le détecteur baisse en réponse à l'augmentation de, de sa résistance. Donc, ce sont des compteurs de photons, hein, des compteurs de photons, tout simple. Après, c'est schématique, hein, parce qu'une fois que le courant est sorti du TES, il faut l'amplifier, etc., etc. Il faut l'amplifier à 50 millikelvin. Donc, on n'utilise pas des préamplificateurs standards, mais vous le verrez par la suite dans le film, dans le deuxième film. Non, non, ce sont des détecteurs, ce sont des compteurs de photons, tout simple. Pas tout ça. Tu veux que je Donc là, passe le film maintenant ou on attend un peu? le satellite Athéna, donc c'est une longueur focale de 12 mètres, un satellite à peu près de 15 mètres de hauteur. Donc là, vous avez la coiffe d'Ariane 6, parce qu'il sera lancé par Ariane 6, et vous voyez que ça touche en bas et en haut. Donc en bas, c'est le miroir sur l'adaptateur lanceur, et puis en haut, vous avez la charge utile, là, vous la voyez, le module charge utile, Hmm. dans lequel la coiffe, il y a les deux instruments. Donc vous voyez, on a un mât qui est quand même très long, et vous imaginez les vibrations au lancement. Il faut que tout ça garde son intégrité physique au lancement. Donc, ce qui est aussi un autre challenge, hein. Et on a pris 12 mètres de focale parce que on pense que 15 mètres est faisable dans la plus grande coiffe de la nouvelle fusée Ouais, Ariane 6. ok. Et le satellite fait 7 tonnes, 7 kilowatts. Ixifu fait une tonne, 4 ans de durée de vie de mission, extensible à 10 ans. Un lancement en 2033, comme je disais. Donc là, vous avez une coupe du satellite et le miroir qui se tilte vers le Ixifu ici, et l'autre instrument, c'est en jaune WFI. Vous voyez que ce miroir envoie le faisceau sur un ou l'autre des deux instruments. Ouais. Donc, avant de passer au film et au Ixifu, donc, c'est quoi un observatoire? Un observatoire spatial, c'est quoi? Donc, dans le cas d'Athéna, Athéna, il a été sélectionné pour remplir les objectifs scientifiques du thème de l'univers chaud et énergétique. Donc, il faut qu'on arrive à faire ces objectifs scientifiques en 4 ans de durée de vie de mission. C'est ce qui définit les performances, les spécifications de performance de la charge utile, donc la taille du miroir, la résolution spectrale, le champ de vue, et ainsi de suite. Ensuite, c'est un observatoire, donc il est accessible à la communauté. Mhm. Les temps d'observation sont répartis en 3 catégories. Le temps garanti qui revient au PI instrument en échange de la contribution à la charge utile, hein, c'est-à-dire que le consortium Ixifu investit 500 millions d'euros dans son Ixifu et amène le Ixifu à Athéna, hein, et en échange de cette contribution, reçoit du temps garanti, du temps d'observation Hmm. qui, qui m'est alloué et que je vais distribuer à l'ensemble de mon consortium de manière équitable et commensurable, de manière commensurable avec l'investissement de chaque partenaire du consortium. Mhm. D'accord, très bien. Il y a un temps ouvert à la communauté scientifique. N'importe quel membre de la communauté scientifique peut faire une proposition d'observation de sa source d'intérêt. Puis vous avez aussi du temps qui est alloué aux mission scientists de l'Agence spatiale européenne, qui lui peut répondre à des sollicitations de la communauté qui viendraient avec une requête particulière pour dire moi j'ai besoin d'observer cette source-là avec Athéna à tel moment. Donc, il y a différents types d'observations. Il y a des observations qui sont planifiées de longue date. Il y a des observations qui sont conjointes avec d'autres observatoires, donc qui sont contraintes dans le temps. Puis vous avez des observations qui sont sur alerte, c'est-à-dire un télescope au sol ou dans l'espace voit quelque chose d'intérêt dans une direction du ciel. Donc on pointe Athéna dans cette direction-là en réponse à cette alerte, et il faut répondre en quelques heures.
c'est-à-dire envoyer ce gros machin, changer de position, changer éventuellement d'instrument, principalement le XIFU, et aller observer dans cette direction-là. Les appels d'offres au temps d'observation sont des appels d'offres annuels. Ça se fait par l'intermédiaire de propositions, format 5-6 pages, et qui sont revus et estimés, évalués par un comité de pairs, euh, et qui les classe et les meilleures propositions du temps d'observation. Il faut savoir que sur XMM, aujourd'hui, on a toujours des facteurs de pression de l'ordre de 10. Donc peut-être qu'au moment où Athéna va être lancé, il sera très difficile d'avoir du temps d'observation. On imagine bien que le facteur de pression pourrait aller bien au-delà de 10, peut-être 20, voire plus, hein. C'est quoi le Et facteur de pression? ben, c'est le temps qui est demandé par rapport au temps disponible, en fait. D'accord, ok. Vous avez peut-être 1000 propositions et vous pouvez 1000 propositions d'observation et vous pouvez en faire qu'une vingtaine ou une trentaine. Donc là, parce que voilà, Ouais, c'est ouais, bien sûr. le temps qui est demandé dans toutes ces propositions versus le temps disponible sur le D'accord, satellite. ok. Et après, les Ouais. données sont envoyées au sol et traitées par segment sol scientifique avant d'être distribuées aux observateurs invités. Hmm. Pour Ma responsabilité scientifique ne se limite pas à l'instrument. Le segment sol scientifique est aussi dans notre contribution, Hmm. c'est-à-dire c'est dans dans le périmètre de l'instrument. Oui, de la gestion des données, même après, une fois que la mission est en vol, etc. Tout à fait. Et Hmm. ensuite, on est aussi en charge du suivi des performances en vol de l'instrument avec l'Agence spatiale européenne, mais en particulier, moi, j'aurai une équipe, même si moi je serai à la retraite, j'aurai une équipe qui sera en charge de la calibration et du suivi en vol de l'instrument, sachant qu'il y aura peut-être des adaptations à faire sur les modes d'observation, sur le logiciel de vol, des choses comme ça. Donc, il y aura des équipes qui vont continuer à travailler Hmm. après le lancement d'Athéna, juste pour permettre que Athéna, donc il y en aura à l'ESA, mais il y en aura dans les consortiums d'instruments aussi, de sorte à ce qu'à tout moment, on ait la meilleure performance pour les instruments accessibles à la communauté scientifique. Hmm. D'accord. Et ça peut durer 4 ans, et vous voyez, XMM, aujourd'hui, 20 ans après, on a toujours un segment sol scientifique qui fonctionne. Et oui, alors je voyais ça, mais là, Athéna est planifié pour 4 ans, designé pour 4 ans. XMM, ça fait 20 ans que ça vit. C'était planifié pour 4 ans initialement aussi, XMM? Je crois que c'était même moins, c'était 2 ans. Je ne voudrais pas dire trop de bêtises, Ouais. mais je crois que c'était bien moins. Nous, on doit designer pour 4 ans, mais en fait, dans les faits, euh, tout doit être, euh, tout doit être fait pour qu'on puisse fonctionner 10 ans. Bah, ce qui est logique, hein. Bah oui, bien Étant sûr. que, en fait, là, en l'occurrence, c'est que le coût du segment sol est un coût non négligeable du coût total de la mission. Donc, plus vous réduisez le temps, la durée de vie mission, plus vous réduisez euh, le coût du segment sol. Et au bout de 4 ans, ce qui va se passer, c'est qu'on va demander une extension et ça sera sur un budget différent du budget mission actuel, oui, de l'enveloppe actuelle. Donc c'est un peu un tour de passe-passe, mais aujourd'hui, nous, au XIFU, on design pour 10 ans, Hmm. hein. Bien sûr, ouais, bien sûr. Après, on a des points de panne uniques, hein, on a des points de panne uniques sur l'instrument. On n'a pas une redondance totale partout, mais mais c'est clair que aujourd'hui, on fait tout pour qu'on puisse fonctionner le plus longtemps possible. Il y a Moritz qui nous dit ça vaut peut-être le coup de mentionner que la durée de vie n'est pas dimensionnée par les consommables. Qu'est-ce qui dimensionne la durée de vie aujourd'hui dans Athéna? Et à partir du moment que c'est pas les consommables, je dirais, euh, euh, je dirais, les composants, mais les composants électroniques sont super robustes. On l'a vu par le passé, hein, donc Hmm.
Après, voilà, c'est une panne, hein. Je pense que Oui, oui. Et un facteur de probabilité, des choses comme ça. ouais, une panne sur un PPU, pour une panne unique. Hmm. Ok. Très bien. Donc le XIFU, c'est développé par un consortium international, il y a une quinzaine de pays actuellement. Un consortium aujourd'hui a plus de 250 personnes, hein. Euh, 250 personnes dans 13 pays, dont les États-Unis et le Japon aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, c'est une maîtrise d'œuvre de l'Agence spatiale française. Un plan de développement en 10 ans, à partir de maintenant, pour livraison d'un modèle de vol en 2029. Pour nous, pour vous, ça peut paraître loin, mais pour nous, on est déjà un peu à la bourre. Donc Ah ça, ouais. c'est une photo du consortium meeting de l'année dernière. Je crois que c'est le dernier consortium meeting qu'on a fait face-to-face. Là, on enchaîne les consortium meetings en virtuel. Après, ça réduit Depuis. l'empreinte carbone du projet, comme tu disais au début. Oui, 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 mais on avait déjà décidé de réduire de moitié le nombre de consortium meetings en présentiel. Mais là, avec le Covid, on les a réduits à zéro. Hmm. Et la semaine prochaine, on a plus de 200 personnes en consortium meeting virtuel euh, sur Exifu, là. Et combien de personnes travaillent sur Xifu et plus largement sur Athena? Ah ben, nous, dans le consortium, comme je disais, qui gravite autour du projet aujourd'hui, hein. C'est-à-dire qu'on est loin du pic du modèle de vol, même du modèle d'ingénierie. On est plus de 250 sur Exifu. D'accord. Donc nous, on estime qu'on montera à 400. Oh, alors après, côté ESA, je sais pas. Côté industrie, je sais pas. Maurice doit savoir un peu mieux. Je pense qu'on va vite atteindre, on va vite dépasser le millier, voire le millier de personnes vont travailler sur cette mission très vite, quoi. Quand Hmm. les industriels vont partir, je sais pas. Mais nous, on va monter à 400 au moment de la livraison du modèle de vol, je pense. Énorme. Ce qui est, hein, ce qui est un gros truc, hein, parce que là, il y a la moitié du consortium en photo à peu près. Hmm. Ok. Il faut se rendre compte de la complexité du projet, hein. Je pense que c'est important, hein, de parler du consortium et du nombre de gens qui travaillent sur ça. On parle d'un... Ouais, c'est vrai. Et tu m'avais demandé de parler un peu de l'organisation du consortium. C'est un petit peu boring, mais c'est un petit peu ennuyeux, mais c'est un peu, ça occupe les 99% autres de mon temps aujourd'hui. Savoir que ce consortium international s'appuie sur le CNES, hein, qui est responsable maître d'œuvre, hein, du projet. Donc on a une grande agence spatiale qui est d'un côté euh, qui, 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 qui est maître d'œuvre du projet, et puis de l'autre, ce grand consortium international qui amène une contribution euh, indispensable au projet, mais qui n'est lié au projet qui n'a pas de liaison contractuelle avec le projet. Tout ça est fait sur la base du best effort, hein. Donc vous imaginez la mécanique, l'alchimie qu'il faut pour que sans autorité, hein, c'est-à-dire le CNES n'a pas autorité sur la NASA, n'a pas autorité sur le SRON, l'INAF, sur tous les partenaires, mais à la fin, il doit jouer ce rôle de chef d'orchestre et chaque musicien doit jouer sa partition et sans lien contractuel. Donc c'est ce qui rend le projet extrêmement complexe, c'est que si moi j'étais si j'étais PI et maître d'œuvre, si mon labo était maître d'œuvre, l'organisation serait différente de celle que j'ai aujourd'hui. On a une gouvernance du consortium qui implique à la fois le chef de projet, moi en tant que PI, mes deux co-PI, hollandais et italien, et le responsable, le chair de la science team.
Et ce groupe est vraiment celui qui pilote, euh, qui manage au quotidien l'ensemble du projet, que ce soit les contributions nationales ou les contributions internationales, et aussi l'avancement du projet. Donc ça, c'est très, très compliqué. Ça a été un boulot titanesque de mettre cette organisation en place. Euh, Parce que c'est pas évident pour une agence de travailler, une agence comme le CNES, c'est pas le même mode d'intervention qu'elle aurait avec un industriel où, par exemple, elle passerait un contrat et ça serait le CNES, le client. Là, quelque part, c'est la communauté scientifique qui est le client et le CNES doit répondre à ce client. Donc, il y a toute une organisation que je décris un petit peu ici, mais moi, en tant que PI, je suis garant des performances scientifiques de l'instrument, je suis aussi garant de l'intégrité du consortium. C'est-à-dire Hmm. que je dois, je dois mettre en application le plan de gouvernance du consortium, et ce plan de gouvernance du consortium est élaboré de sorte à fournir à tous les membres du consortium les garanties que son retour sur investissement est acquis. Oui, C'est-à-dire que si, si, s'il contribue à hauteur de X, il faut que le nombre de publications qu'il signera sur le temps garanti est proportionnel à X quelque part. Quand j'ai fait ça, j'ai fait un méga grand raccourci. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais oui, non, dans tous on les se doute. dans tous les cas, il faut que chaque membre du consortium, parce que il n'y a aucun lien contractuel encore avec le projet, donc il faut que chacun adhère à cet objectif commun Hmm. sans lien contractuel. J'insiste là-dessus parce que quand vous êtes client d'un industriel, c'est pas du tout pareil que quand c'est la communauté scientifique qui est le client, quoi. Donc ça, c'est Ouais. très compliqué à mettre en place. Donc Et moi, j'ai tout un, toute une, tout un panel de comités dans lequel j'assure la représentativité de tous les membres du consortium qui rapportent directement à moi, que ce soit les co-investigators, les membres de la Science Team, les associates, et puis j'ai des gens très proches de moi qui travaillent sur l'instrument, le segment sol. Et on a un consortium board qui et fournit le lien avec les agences. Et moi, je rapporte aussi au Study Scientist de l'ESA et à la Science Team de l'Athena Science Study Team. Et je rapporte aussi au Working Group Topical Panels de la communauté Athena. Enfin, bon, d'accord. voilà. Il y a alors Donc, le oiseau qui nous demandait, là sur ce schéma, on voit pas du coup le consortium le segment sol, pardon, la partie qui est en charge segment sol. Ça, si je comprends bien, c'est le consortium scientifique. c'est le XISC, là, Instrument Science Center Project Scientist. C'est quelqu'un de l'IRAP, vous voyez, sur la troisième boîte à droite, là, en bleu. Et XISC, c'est XIFU Instrument Science Center. C'est la partie scientifique du segment sol XIFU. Et là-dessus, il y a aussi c'est un projet dans le projet. Ça, c'est D'accord. plutôt l'organisation des équipes du consortium qui rapportent soit à moi, soit au management, soit au chef de projet. Parce que Hmm. à droite, à gauche, vous avez tous qui rapportent au chef de projet, qui sont sous l'autorité du chef de projet, donc son équipe projet CNES, mais aussi tous les chefs de projet de toutes les contributions euh, au projet. Il faut savoir qu'il y a une soixantaine d'instituts qui fournissent des constituants, enfin des équipements pour le XIFU, hein. Il y a une soixantaine de labos qui sont suivis par une quarantaine de chefs de projet. Oh là là Et, là là. et donc tout ça rapporte de manière un peu, doit rapporter de manière, doit opérer sous l'autorité du chef de projet, CNES. Ah non, mais là, Et on ouais, a aussi, et là, on parle que de l'instrument. On parle ouais, ouais, juste de Xifu.
Mais Ouais. et du coup, enfin, ça, c'était important pour moi de le souligner, mais ça prend une grosse partie de ton temps, non? Cette Ah ben, partie-là. moi, j'ai 99% de management scientifique du projet et 99% du reste sur ce qui fait que j'ai des journées de 24 heures, hein, bien Ouais. prises, de management du consortium, parce que tout Hmm. ça, là, ces boîtes, il faut les animer, les coordonner. Il y a beaucoup de... Et puis, à tout moment, il faut que chacun adhère à l'idée de... On a un plan de gouvernance du consortium qui est très strict et qu'il faut que je vise qu'il soit appliqué à tout moment. Et c'est moi qui ai l'autorité pour l'appliquer. Donc, Hmm. j'ai le contrôle sur toutes ces boîtes, sauf sur les boîtes du chef de projet. Le management Mais de projet est incroyable. C'est ouf. ouais, c'est bien, ouais, parce que je pense que Moritz pourrait témoigner. Je pense que la complexité du XIFU et, et je veux dire, pour nous, c'est déjà à la limite de ce qu'on peut faire, hein, faut être honnête, parce que si j'avais pas le CNES en première ligne, ça serait inimaginable de faire ce projet. Bien sûr, ouais. Le CNES, je comptais cet après-midi avec mon chef de projet et il y a quand même 40 bonhommes du CNES qui sont déjà actifs sur XIFU et on est à 10 ans de la livraison du modèle de vol. À Donc, plein temps? pas à plein temps, mais disons sur ces 40, il y en a 60% qui sont presque, oui, qui sont à 80% sur Athéna, ouais, c'est Oh sûr. là là, ouais. Non, mais c'est un projet énorme. Les gens, je pense que se rendaient pas compte quand j'ai annoncé on allait parler d'Athéna, mais enfin, c'est un projet majeur pour la décennie qui arrive, un projet européen, un des plus gros projets européens spatiaux. Donc c'est colossal, colossal. Je pense, ouais, je pense que et l'ISA est à peu près de cette catégorie-là, hein. Ouais. Je pense que c'est à peu près. Voilà, mais après, c'est vrai que ces grands projets, il faut des grands moyens, quoi. Et Mm. puis, on touche aux limites, à mon sens, de ouais, nous, j'admets que cette organisation, voilà, il faut pas qu'on en prenne plus, quoi, parce qu'on n'y arrivera pas. Donc là, il faut qu'on fasse ça et il faut qu'on soit super bien organisé avec les uns et super bien organisé avec les industriels qui font le payload module et le cryostat. Mais bon, ouais. Qui nous dit, c'est vrai que ça a l'air bientôt aussi énorme que des gros projets style James Webb Space Telescope à la NASA. Je pense qu'on est dans cet ordre de grandeur-là, hein. Ah, je pense pas parce que ça, si tu veux, je pense que bon, on a des technologies super innovantes là, mais par exemple le cœur du satellite, je Ouais. pense que le cœur du satellite, on nous dit, je suis pas un ingénieur en satellite, mais on nous dit que c'est quelque chose qui est assez similaire à XMM Newton, tu vois, la grande structure qui va Ouais. tenir le mur. Oui, Et oui, oui. la complexité, là, elle est dans les optiques. Alors, les optiques, c'est ouais, c'est un truc très exigeant. Et elle est dans le XIFU. L'autre instrument, en revanche, est plus manageable, il est moins challenging au niveau techno. D'ailleurs, il n'est pas cryogénique, hein. Je pense que là, dès que tu amènes un instrument cryogénique dans l'espace, c'est tout de suite plus compliqué. Mm. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est compliqué comme James Webb, mais si tu veux, la complexité, elle est bien localisée à deux endroits, à mon avis. Elle est dans les miroirs, mais les miroirs, finalement, c'est de la matière un peu morte, quelque part. Mais nous, on a un instrument qui est vivant avec des machines comme tu disais, qui tournent Ouais. et qui doivent faire du froid et qui doivent être stables et qui doivent. Donc, non, Je parlais pas très con. forcément en complexité technique, mais en termes de gestion du projet. D'avoir autant d'interfaces, d'avoir autant de laboratoires impliqués sur les instruments, d'avoir autant d'interfaces, d'agences spatiales, d'industriels, etc. plus tard. On est sur des projets majeurs, quand même, en termes de gestion de projet. Ouais. C'est. Ce que tu dis est vrai, pour être honnête, c'est que on se retrouve, nous,
Sur Xifu, on a une vingtaine de sous-systèmes à suivre. Donc, dans ces sous-systèmes, il y a des fois plusieurs contributeurs dans chaque sous-système. Hmm. Et donc, suivre écrire les spécifications de tous ces sous-systèmes, suivre le développement de tous ces sous-systèmes, s'assurer qu'ils respectent des règles de qualité, de ceci, de ça, c'est un vrai boulot. Et c'est un boulot énorme. Et Colossal. c'est colossal. Hmm. Ça, c'est vrai. Mais bon, on va y arriver. On a une bonne équipe. On a un très, très bon consortium. Parce que là, je ne l'ai pas dit, mais on a la NASA, on a tous les plus grands laboratoires européens dans le spatial des hautes énergies qui sont dans le consortium. Donc, voilà, on peut pas avoir une meilleure équipe. Donc, si on n'y arrive pas, c'est que c'était trop gros pour nous. Hmm. Mais on va y arriver. Bien sûr, bien sûr. Alors, Donc on là, va voilà. passer à la vidéo, non? C'est le moment. Voilà, donc là, je vais essayer de vous présenter un peu la complexité la complexité, mais aussi la beauté de cet instrument par ce film qu'on a voulu centrer sur la chaîne de détection et le parcours des photons dans l'instrument. Alors, je vais le passer. Est-ce que tu as l'écran? Est-ce que tu vois ce que... Je vois de la pub, là. Ah, Al tu vois de la Pacino. pub. N'hésite pas à cliquer sur la pub. Non, je rigole. J'attends que la pub se termine. Et on se lance direct. Il y avait de pub, ce truc. Et oui, il y a des pubs. Faut soutenir les petits créateurs de contenu sur Internet indépendants. Ah, bah, c'était Al Pacino, là. Ah ouais, c'était... Jay nous dit, est-ce que c'était une pub pour les caleçons Athéna? Non, il n'y a pas Ouais. encore les pubs ciblées à ce point-là. J'espère qu'ils nous font pas un procès qu'on a utilisé leur nom. Bon, allez, je lance le film. Attendez, je mets le son. Embarqué sur le télescope spatial Athéna, l'instrument Xifu Je n'ai pas le percera son, les moi, c'est normal. mystères de l'univers Ouais, c'est normal chaud parce et que je t'avais demandé de énergétique mute. grâce à sa chaîne de détection des rayons X. Le rayonnement X, comme la lumière visible, est composé de photons. Ils sont dirigés par le miroir du télescope vers des capteurs de haute technologie appelés Je dois dire que microcalorimètres. graphiquement, il est Pour quand un même beau. fonctionnement optimum, magnifique. ces capteurs doivent être refroidis à des températures proches du zéro absolu, à moins 273,1 degrés Celsius. Le Xifu sera l'un des points les plus froids de l'univers. Des milliers de microcalorimètres absorbent les photons Le et plan focal. convertissent leur énergie en Le cœur de d'infimes l'instrument. quantités de chaleur. Des Là, les 3000 thermomètres pixels, les voilà. supraconducteurs transforment Là, faut bien ensuite comprendre, ces ça, c'est 2 fluctuations centimètres de carrés, hein. température Tout en ça. impulsions de courant Ouais. électrique. Ces impulsions sont extraites du plan de détection par un réseau de pistes supraconductrices. Supra. Elles conduisent les courants sans perte. En Le signal circulant vers dans les des squids. bobines, les courants génèrent des champs magnétiques. On les mesure avec des magnétomètres Bobine. ultra-sensibles. Afin de réduire le nombre de chaînes électroniques, les signaux de plusieurs dizaines de capteurs sont propagés séquentiellement hors de la partie froide de l'instrument. Amplifiés avec un très faible niveau de bruit. Puis, numérisés, les signaux sont analysés individuellement pour estimer précisément l'énergie de chaque photon X. Les données sont ensuite transmises sur Terre pour être combinées en spectres et images. Les performances sans précédent de la chaîne de détection de l'instrument Xifu sont atteintes grâce à des technologies de pointe. Elles permettront aux astrophysiciens de lever le voile sur les mystères de l'univers chaud et énergétique. Ouf. Alors, faut que je te dise quand même, Didier, mais genre, ce film, pour moi, je vais laisser la suite, ce film me fait quelque chose. Tu vois, je sais pas comment te le dire, mais genre, quand je le regarde, j'ai à chaque fois un espèce de petit frisson. Pour moi, il retransmet très très bien la complexité de l'aventure humaine que c'est
Et le défi technologique, pour moi, c'est une traduction directe de l'effort qui est mis pour repousser notre connaissance. Et c'est une lutte pour le savoir. Et je trouve ça splendide. Et je trouve ça magnifique. Et c'est trop bien retranscrit dans le film. C'est trop beau. Ouais. Eh ben, je te remercie parce que moi, quand j'ai décidé de faire ces films, et je peux même t'annoncer qu'il y en a un troisième qui Nice. va démarrer très bientôt et spécifiquement sur la cryogénie. Donc, ça va faire Trop bien. C'est trop bien. va expliquer l'ensemble des machines cryogéniques qui vont servir à amener le 50 millikelvin. Et j'espère, avec la même boîte là, que les amis toulousains qui font cette probe, la Fab and Fab, je veux la même ambition parce que là, il y a beaucoup de boulot et en particulier le script et les images ont été choisis presque une par une. Hein, et à partir du vrai modèle CAO de l'instrument tel qu'il est aujourd'hui. Hein, et il y a eu des inputs de tout, de la NASA, de tous les partenaires pour. Oh est-ce que tu sais quand est-ce qu'il va sortir ce film sur la cryo? Écoute, je me suis dit que comme je venais ce soir, j'ai lancé mon cryogéniste favori du consortium sur le projet ce soir. Donc, il faut compter 4 mois à peu près pour faire un projet, pour faire aboutir un tel projet. Il faut 4 mois de D'accord. travail. Ok. Ton cryogéniste favori, il est là sur le chat ce soir, c'est Momo ou pas du tout? Et Moritz, il n'est pas comptabilisé aujourd'hui dans le consortium. C'est pas ton favori? Incroyable. C'est Lionel Duban du CEA-SVT, donc Moritz, ok. je connais très bien. J'ai rien reçu, nous a dit Moritz. Non, mais Maurice, tu le verras en avant-première. Tiens, c'est toi qui validera le contenu technique et scientifique du film. Je vais te prendre comme super référé. World premiere. Trop bien. Non mais ce film est magnifique et je trouve ça super. Il n'y a pas assez de vues hein, sur la chaîne YouTube, il faut vraiment que les gens aillent consulter. Hein. C'est un truc de fou. Après, il faudrait que le CNES le relie parce que le relaie ce film parce que c'est vraiment bien. Et je trouve que on peut montrer quelques images en zoom parce que c'est bien d'expliquer un peu. Tu m'avais demandé d'en montrer quelques-unes. Je trouve cette image magnifique. Moritz pourrait mieux la commenter que moi parce que vous voyez le cœur du Xifus et la partie dorée. C'est là où il y a le plan focal. Là, à gauche, ce sont les machines cryogéniques, sont des refroidisseurs de type Joule Thomson, les compresseurs. En bas, vous avez d'autres types de machines qui amènent le cryostat à 15 Kelvin. Les machines de gauche l'amènent descendre la température de 4 à 2 Kelvin et ensuite le dernier étage amène le 50 millikelvin et le cryostat est une poupée, en fait, c'est comme une poupée russe. Il a différentes coquilles avec différentes températures d'interface. Tout ça est soumis évidemment à revisite par les industriels. Mais c'est juste pour illustrer voilà ce qu'est un cryostat, une espèce de poupée russe avec des écrans à différentes températures d'interface et le tout amène le plan focal à 50 millikelvin avec une précision de stabilité, si je me rappelle bien, Moritz, de 1 microkelvin par... Un microkelvin RMS sur une échelle de temps, je ne me rappelle plus. Moritz saurait me dire. Et je ne voudrais pas dire de bêtises. Moins de 1 microkelvin, nous dit Moritz. Moins de 1 microkelvin. Et Moritz margeait à
marger à 100%, la puissance dissipée à 50 millikelvin doit être de 800. Attends, on est à 400 microwatts, 800 microwatts. Tu veux dire la puissance qu'on refroidit à 50 millikelvin? Ouais, parce que il y a de la dissipation, en particulier dans le premier étage d'amplification du signal. Je crois que c'est en dessous du microwatt. Il nous dit 800 nanowatts. Nanowatts. 800 nanowatts. Non, nanowatts, exactement. 800 nanowatts. C'est ça. 1 microwatt, c'est la perfo du refroidisseur. Ouais, c'est ça. Et c'est dans les 800 nanowatts, il y a une marge, de 100%, je crois. Ouais. Donc en gros, Enfin, il faut bien comprendre que là, on a un télescope, il fait 12 mètres de long, il pèse, il fait 7 kilowatts, il consomme 7 kilowatts d'électricité. Tout ça pour refroidir, enfin pas tout, mais en partie pour refroidir une petite surface de 2 cm² à des températures proches du zéro absolu, desquelles on extrait à 800 nanowatts pour pouvoir observer des phénomènes énergétiques jamais observés auparavant. C'est colossal, c'est ouf, c'est un truc de fou. ouais, c'est dingue. Je trouve ça fou. Ça, c'est dingue. L'autre bijou, enfin, pour moi, la partie noble, elle est c'est un développement du SRON, hein, de la Space Research Organization of the Netherlands, le SRON, qui réalise le plan focal. Donc, si vous voyez bien au centre de ce plan focal, vous avez ce qu'il y a à droite. Donc, vous voyez de nouveau la matrice hexagonale, et puis des étages de préamplificateurs qui sont des squids. Et puis, vous voyez que le plan focal est tenu par des câbles en Kevlar, parce que tout ça va devoir résister à la descente en température. Et il faut une structure qui permette justement de stabiliser la position du plan focal, alors que tout se contracte sous l'effet de la descente en température dans l'espace. Donc, ça, c'est des développements technologiques de nouveau de longue date, de longue haleine par les Hollandais, financés aussi par l'ESA dans la plupart de ces technos. Mais voilà, c'est là où tout se passe, à mon sens. Oh, Quelle taille ça fait, là, ce qu'on regarde, le cryostat? Bon, le cryostat, ce qu'on regarde là, je me rappelle plus, mais je pense que c'est 1 mètre de haut à peu près, un peu plus d'1 mètre de haut et presque 1 mètre de diamètre externe, je crois. Ah non, mais là, tu mentionnes en comptant toute la poupée russe. Ouais, toute la poupée russe. Le plan focal, putain, je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est une. Bah, tu vois à peu près le plan de détection, là, la matrice hexagonale, elle fait 2 cm². Ouais. Tu vois, tu arrives à peu près à avoir une idée de la taille. Ouais, c'est tout petit. Ça ferait 10 cm par 10 à peu près, un truc comme ça. Ouais. Ce que je pense, Moritz peut me corriger, je crois que le plan focal aujourd'hui fait à peu près 8 kilos, je crois. Et ce qui pose déjà un problème parce que de sa taille dépend la taille des poupées russes, hein, bien entendu, donc la taille du divoire, donc la masse du divoire, donc du cryostat, donc avec des problèmes d'aménagement sur le payload module à la suite, quoi. Donc ouais, c'est tout petit, mais il faut que ce soit gros parce qu'il faut que
Faut qu'on le refroidisse, ça. Ouais, non, c'est un défi qui est, c'est hors du commun. Un jour, Moritz, faudra qu'il vienne dans la capsule pour essayer d'expliquer ça plus en détail, toute la partie cryo d'Athéna, ça pourrait être intéressant. Il me le dira, je viendrai. Ça m'intéresse. Donc, je conclus avant d'aller se coucher. Parce que Ouais, parce que là, on a bien parlé, là. l'étude, donc, je dirais juste que on veut comprendre comment l'univers s'est formé, a évolué, s'est structuré au fil du temps cosmique. On veut comprendre le rôle que jouaient les trous noirs. La fenêtre X nous donne accès sur ces phénomènes qui sont d'ailleurs inaccessibles par ailleurs. Alors que ce soit le gaz chaud dans lequel les amas de galaxies qui baignent les galaxies des amas ou encore la matière qui tombe sur les trous noirs. J'espère vous avoir convaincu que Kixifu, on révolutionnera notre vision de l'univers. J'en suis intimement persuadé. C'est un instrument aux capacités révolutionnaires qui amènera forcément des résultats inattendu. Son espace de découverte est énorme. Jamais on a fait voler un spectromètre avec une telle précision, avec un tel miroir devant, et on le fera pas avant son lancement. Donc voilà, j'ai hâte qu'il soit lancé personnellement. La France joue un rôle majeur dans Athéna. Je pense que il faut le dire, le redire. Le CNES, l'Agence spatiale française, joue un rôle moteur et permet ce qu'on puisse, moi, ce que je puisse en tant que scientifique et astrophysicien, rêver au développement d'un instrument tel que le XIF. Voilà. Puis je voulais vous remercier de votre intérêt et de votre soutien pour ce projet. C'est le projet de chacun d'entre nous, c'est le projet de tous les citoyens européens et en particulier les citoyens français. Donc voilà, je ferai attention à ce que on parle bien d'Athéna partout et que vous soyez fiers du rôle de la France dans ce magnifique projet. Et ça me tient. Moritz nous dit, il te remercie déjà, merci Didier. C'est grâce à des scientifiques ambitieux comme toi qu'on a des projets aussi compliqués qui nous permettent à nous, les ingénieurs, de bosser dessus et d'apporter une petite contribution. C'est vrai, moi je rejoins là-dessus aussi. C'est grâce à toi et à toute l'équipe et à ton effort dans le projet qui fait vivre tout ça. Donc merci pour tout et bravo, encore une fois, bravo d'avoir mis le temps et l'énergie dans un projet aussi colossal et dément qui va repousser les connaissances humaines. Donc bravo, c'est juste... ça a pris 30 ans de ta vie, mais je pense que c'est vraiment quelque chose dont on peut être fier, vraiment. Et félicitations encore une fois. Et j'espère de tout cœur que ça sera un énorme succès. Et je dois dire aussi que je remercie évidemment tous nos soutiens depuis longtemps. Je suis, comment dire, je sais que je suis redevable à beaucoup de personnes d'amener ce projet aussi loin, beaucoup de personnes dans le consortium IXIFU, à l'Agence spatiale européenne, à l'Agence spatiale française. Le rôle des ingénieurs est fondamental parce que amener la science et l'ingénierie, marier la science et l'ingénierie au profit d'un projet comme celui-ci, c'est un défi, mais sans bonne ingénierie, il n'y a pas de science pour moi. Donc, je suis tributaire, dépendant des ingénieurs. Et je dois dire que ce qui me fait vraiment, vraiment, vraiment plaisir, et depuis que je suis sur cette aventure, c'est de voir, par exemple, comment j'ai pas vu un ingénieur qui m'a lâché de la perfo. J'ai pas vu dans mon équipe, dans mon consortium, des gens qui étaient prêts à sacrifier de la perfo pour des solutions faciles, pour se mettre dans leur zone de confort ou des choses comme ça. Bon, voilà, ça c'est l'énergie qui me caractérise. Moi, je suis motivé uniquement par la science
je crois que je transmets ça aux équipes et que les équipes me le rendent parce que ils sont derrière et puis on y tient de faire à la perfo cet instrument. Ah, On bien sait sûr. pas, on va peut-être pas y arriver, je peux pas garantir qu'on va y arriver, mais certes, hein, on va faire tout ce qu'on peut pour y arriver, c'est grâce aux ingénieurs, et ça, je l'oublie pas, et merci à Moritz pour son travail aussi, parce que Moritz a amené un joueur, Ça va j'en suis revenir. sûr. Ça va revenir. Bon, bah, Bon, voilà. Bah écoute, quand il va me... on a du mal avec la connexion. Est-ce que tu m'entends bien, Didier? Oui, oui, impeccable. Ok, ok. Bah écoute, je pense que c'est des très beaux mots de conclusion. Je pense qu'on va se quitter ici. Je voulais te remercier encore une fois d'être passé dans l'émission. C'était super, c'était vraiment exceptionnel. Et on a hâte de suivre le développement d'Athena et de Xifu en particulier, de voir toutes les phases et de le voir évoluer. Ouais, et qui sait, est-ce qu'on se reverra peut-être dans 10 ans faire une capsule spéciale lancement d'Athéna? Ça serait quand même rigolo, mais bon, je sais pas si encore l'émission sera là dans 10 ans. Mais en tout cas, on suivra le projet avec intérêt et félicitations encore et merci d'être venu, vraiment. Bah, merci à vous et puis merci à tous, hein. Je suis pas très actif là, je vois plein de merci, 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 merci. Et bien merci à vous, hein, surtout. C'est super que vous participiez à des émissions comme ça. Merci à toi, Corentin, de faire ce type d'émission, c'est génial. Vous avez l'air d'avoir une belle bande de Déjà- jeunes marrants. C'est génial, franchement. Je leur lis les messages, là, c'est génial. Il y a les dessins qui sont super sympas. Si vous pouviez me les faire passer, ben, Ouais, je suis... je te les ai envoyés sur Skype. Ah, super. Oh putain, faut pas que je ferme ma session Skype. Alors, d'accord, avant d'aller me coucher. Merci à tous, hein, c'est Ouais. sympa. Merci, merci encore Didier. Je vais raccrocher la conversation et rester un petit peu avec les gens pour discuter. Voilà, je vais te laisser aller te coucher. À très bientôt Didier. Merci encore. Salut, salut. Merci à vous. Ciao. Bon, eh ben dis donc. Incroyable. Quelle soirée. Oh là 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 là. C'est la folie cette émission. J'adore. Qu'est-ce que j'aime trop. C'est trop bien. Merci Momo d'être passé, franchement c'est trop cool. C'est à bientôt le geek, merci d'être resté jusqu'au bout. Record de longueur de la capsule, non, le record c'était avec Isabelle, on a été bien plus long que ça. Mais voilà, non c'était super, merci à vous toutes et tous, j'adore voir vos petits messages de remerciements à la fin et tout. C'est chouette comme projet, hein, je vous avais dit, hein, c'est vraiment un truc de fou dont que peu de gens connaissent encore aujourd'hui et c'est malheureux parce que ça fait bosser beaucoup de monde en Europe et c'est très 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 ambitieux et c'est vraiment des très très beaux projets européens et je pense que il y a beaucoup de gens le grand public gagne à savoir que ce type de projet existe parce qu'il y a trop souvent ouais la NASA c'est des boss ils font tout etc mais en Europe on fait des trucs de taré c'est des trucs de malade quoi. Et de savoir que cet instrument-là va être construit en France, moi je trouve ça fou. Si un jour de ma vie je peux travailler dessus ou le voir en vrai, ce serait incroyable. Carole, non, 2 émissions. C'est vrai, en cumulé c'était Carole, ouais, c'est vrai. 10 ans le projet, on a le temps de devenir ingé pour aller bosser dedans. Exactement, le monde de la cryo n'attend que vous. Exactement. Voilà. Bah écoutez, ah oui, je veux dire un merci chaleureux de ouf à Oiseau, à Inc le Oiseau sur le chat, qui nous a fait des dessins mais tellement stylés. Il va falloir qu'on regarde ça ensemble, Oiseau, pour voir si on peut pas travailler ensemble parce que c'était vraiment, vraiment, vraiment trop cool. Je les remontre ici, je sais pas si je les ai, attendez. Paf. Je sais pas si vous les avez vus. Voilà, déjà celui-là, le dernier, trop trop cool. Ok boomer. Ça va finir affiché dans certains bureaux, ça je vous le dis. C'est les dessins, c'est de Oiseau, ouais. Nice, merci à toi. Ouais, c'est Oiseau qui est sur le chat. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Merci beaucoup Oiseau, c'est vraiment trop trop cool. C'était génial. Ils sont trop trop classe. Vous avez remarqué que ça c'est Athéna?
Elle a décidé Athéna, et du coup, je suppose que ça, c'est une personnalisation de Newton. C'est vrai qu'il faudrait que tu les signes, oiseau. Faut que tu signes, faut que tu mettes un petit oiseau, là. Faudrait que tu les signes, bien sûr. Trop stylé. Ah, salut YouTube! À très bientôt!